Bienvenue donc pour cette nouvelle conférence des psys augmentés pour améliorer la santé mentale au quotidien. Donc en plus de la consultation traditionnelle, de la téléconsultation, des applications se développent pour apprendre à mieux gérer son stress, à combattre les idées négatives ou encore à gagner en confiance. Donc une complémentarité qui est bien évidemment un atout. Et pour parler de ces sujets, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Charlotte Garret, qui est médecin, directrice du Lab Innovation de Santé Claire. Bonjour, on l'applaudit. Également Galina Yakimova, donc, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute, professeure des universités en neuropsychologie, psychopathologie cognitive et psychothérapie à l'Université Côte d'Azur et au laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale. Et Hervé Montes, donc médecin psychiatre, cofondateur et directeur scientifique de l'application Mindday. Et pour animer ces échanges, Nicolas Bastuc, rédacteur en chef au Point. Nicolas, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et merci surtout à nos trois invités. On est ensemble pour 45 minutes. Alors pour démarrer, une question toute simple, et je vous la pose à tous les trois. Une thérapie sans thérapeute de chair et d'os, un cyberpsy, la guidance sur Internet, enfin, appelez ça comme vous voulez, ça marche vraiment? Parce que, très sincèrement, c'est un petit peu contre-intuitif. Si Freud était encore de ce monde, peut-être ferait-il des bonds sur son divan, non? Oui, je prends la parole, voilà, comme oui. Ça, si je dis une connerie, ce sera moi le premier. Voilà. Oui, je pense que Freud ferait d'énormes bonds sur son divan. Alors, pour répondre à la question, je pense qu'elle est forcément un peu provoque parce qu'il faut susciter quelque chose, mais il n'y a pas actuellement de thérapie sans thérapeute. On a tous besoin d'aide psychologique dans notre vie. On a tous des moments dans notre vie où ce sera un peu difficile pour nous et on trouve tous des ressources. Et les ressources, elles s'étendent depuis des choses très simples comme parler à un ami qui va vous soutenir, et ce qui est déjà très très bien, jusqu'à des choses très complexes, consulter un psychothérapeute, un psychologue qui fait des thérapies structurées ou un psychiatre pour des médicaments. Et entre deux, il y a une infinité de façons de promouvoir l'aide psychologique et les applications ou les thérapies comme ça un peu virtuelles font partie de cet arsenal thérapeutique pour aller mieux. Alors, premier tour de table, si j'ose dire, vous en pensez quoi, oui, professeur? En 2017, nous avons écrit justement un article publié dans la revue Encéphale où on a posé cette question: peut-on faire une psychothérapie sans thérapeute? Avec mes collègues. Et en effet, cette question paraissait très étonnante à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que, en effet, la base de la psychothérapie, c'est la relation thérapeutique. Mais ces thérapies qui sont basées sur les nouvelles technologies commencent à prendre une place essentielle dans l'accompagnement thérapeutique et surtout de répondre à un certain nombre de barrières d'accès au travail psychologique qu'on observe, qui sont par exemple le manque de temps, l'indisponibilité des thérapeutes, le très longue liste d'attente qui peuvent exister, la peur de jugement aussi, parce que une des premières barrières d'accès aux soins psychologiques, c'est la crainte des individus de jugement d'un autrui. Pourquoi? Parce que les problèmes psychologiques, souvent, isolent les individus et créent justement cette angoisse de la rencontre avec autrui. Donc, ces approches thérapeutiques permettent déjà d'ouvrir, de démystifier le soin psychologique, d'informer sur la disponibilité d'un certain nombre de solutions qui existent et à partir de là d'être extrêmement utile pour une première démarche d'accès aux soins. Ça comble les trous qu'il y a dans la raquette, me disiez-vous, docteur Montes, en préparant ce débat. Effectivement, manque de praticiens, le coût d'une psychothérapie, les préventions que les patients peuvent avoir vis-à-vis de la démarche qui consiste à aller voir un psy. Et là, pour le coup, ces nouvelles solutions permettent de pallier, en partie en tout cas, ces difficultés. Complètement. Quand on prend, moi, je suis psychothérapeute, donc depuis 30 ans, donc je vois les patients au quotidien, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses
qui sont des informations qu'on donne, ce qu'on appelle la psychoéducation, partant du principe que pour que nos patients aillent mieux, il faut qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe, comment ils fonctionnent. Et une bonne partie des connaissances sur notre fonctionnement mental, de connaissances de psychologie, sont anti-intuitives. On a l'impression parfois de savoir les choses, alors qu'en fait, en psychologie, on apprend que c'est différemment. Les processus mentaux sont plus complexes. Et on passe beaucoup de temps à expliquer ces choses-là. Et déjà, en expliquant ces choses-là, on peut voir des modifications, des gens qui commencent à s'observer, à comprendre, voire un peu à se modifier. Dans les applications, on prend le pari d'essayer de rendre cette étape-là de psychoéducation, de conseil, de guidance, très accessible. Très accessible, comme disait Nicolas, parce que effectivement, il y a des gens qui sont isolés. Dans le département, il n'y a pas de psychologue, pas de psychiatre. Il y a des gens qui ont autour d'eux des psychologues, psychiatres très nombreux, mais très chers. Et donc, du coup, il faut avoir des possibilités d'accès à ça. On parlait tout à l'heure des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, qui, eux, ont toutes ces difficultés financières, proximité, et puis parfois sentiment de honte d'aller parler de ce qui va pas bien, quoi. Donc, avoir un premier apport comme ça, par une application qu'on peut avoir sur son téléphone et où on peut apprendre des choses sur soi, sur son fonctionnement mental et commencer peut-être à s'observer et à se modifier, c'est quelque chose qui nous paraît complémentaire et important. Vous avez développé et testé tous les deux des solutions, on va y venir dans un instant. Bonjour Dr Garet, merci d'être là à nouveau cette année, directrice médicale de Santé Claire. Alors vous êtes d'abord très intéressé par les solutions numériques, la e-santé, et notamment en matière de santé psychique. Vous regardez un petit peu attentivement ce qui se fait, vous proposez déjà des solutions numériques aux patients que vous prenez en charge ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ces outils numériques, ils ont l'avantage aujourd'hui d'être accessibles, de réduire aussi les coûts les coûts qui peuvent être liés à l'accès aux soins et notamment aux psychologues, aux psychiatres. Et notre boulot au Lab Innovation, c'est justement d'aller repérer quelles applications et quelles innovations amènent le plus de bénéfices et va rendre service à nos bénéficiaires. Donc, on rencontre beaucoup d'acteurs sur le marché et on les teste aussi nous-mêmes dans mon équipe. Donc, on a essayé tout un tas d'applications françaises pour le moment. Et aujourd'hui, elles prennent vraiment leur place. C'est vrai que qu'on pense que ce soit bien ou que ce soit pas bien, que ça marche ou que ça marche pas, ces applications, elles arrivent. Au niveau de la science, on n'a pas encore démontré, comme vous le posiez en introduction, qu'on pouvait faire une psychothérapie efficace sans thérapeute. Par contre, comme le disait le docteur Montes, c'est des outils, ça permet de remplir les petits gaps, ça permet de donner un accès aux soins quand il n'y en a pas, et en plus, ça va s'adresser aussi aux jeunes, puisque c'est vrai que les jeunes, ils sont très digitalisés, ils ont tous le réflexe d'aller sur des applications. Pas que les jeunes, Non, c'est vrai, pas que les jeunes. Mais en tout cas, eux, ils ont grandi dans un monde digitalisé, et donc ces applications, c'est vrai que pour eux, ça coule de source, quoi. Ça devient facile de les utiliser, et peut-être beaucoup plus facile que de faire la démarche d'aller prendre rendez-vous chez un psychologue ou chez un psychiatre. Alors concrètement, comment ça marche ? On allume son ordinateur et on lui cause, on attend qu'il nous réponde. Docteur Montes, vous avez plusieurs casquettes, médecin psychiatre, psychothérapeute, et vous êtes aussi entrepreneur, puisque vous avez créé une application, Mind Day. Alors, à qui s'adresse-t-elle ? Comment ça fonctionne ? À quels besoins répond-elle ? Alors l'application Mindday, quand on l'a créée, c'était effectivement pour, comme on dit tout à l'heure, combler des trous dans la raquette, pour apporter quelque chose de plus rapide, d'immédiat. Donc ça se passe sur le téléphone portable. C'est une application qu'on peut acheter sur le Play Store, c'est Android ou l'Apple Store pour les iPhones. Et en fait, vous avez une première partie où l'application apprend à vous connaître. Il y a un questionnaire un petit peu long où vous définissez qui vous êtes, votre sexe, ce qui vous pose problème. Et puis en fonction de ça, on a un petit algorithme qui va vous proposer des programmes. Et les programmes sont très variés. Vous avez la base qu'on appelle les séances. En fait, c'est une séance, par exemple, qui va tourner sur un thème, je vais prendre au hasard, qui est se remotiver pour la pratique du sport. Et cette séance, elle a été écrite par notre équipe de psychologues et par moi aussi. Ensuite, elle a été jouée par une actrice. Et donc, c'est une petite vidéo que la personne va pouvoir voir, revoir, enregistrer autant de fois qu'elle le veut, qui va aussi la guider en lui expliquant des choses et en lui permettant de mettre en place des actions. Chacune de ces séances s'appuie sur 3 dimensions qu'on veut développer dans l'application, qui sont en fait les mêmes dimensions qu'on a en thérapie. C'est d'abord observer comment je fonctionne, ce qui se passe autour de moi.
Ensuite, comprendre comment je fonctionne. Et troisièmement, mettre en action et commencer à modifier les choses. Donc ça, c'est la base. Donc on a effectivement des séances. On a aussi des programmes qui vous accompagnent sur 30 jours. Par exemple, on va avoir un programme qui va être prendre soin de son couple pendant 30 jours. Et vous avez un exercice à faire tous les jours, ou une lecture à voir, une réflexion. Vous avez développé votre estime de soi pendant 30 jours, gérer l'anxiété pendant 30 jours. Et ces programmes et ces séances se complètent. Et il y a aussi des séances de méditation, de relaxation, d'auto-hypnose. Enfin, il y a un ensemble de choses qui fait qu'on peut bâtir une sorte de programme quotidien, bi-hebdomadaire, comme on veut, à notre rythme. Et ça vient effectivement complémenter tout ce qu'on ne peut pas faire en thérapie, parce que en thérapie comportementale, comme vous dirait Galina, nous on prescrit beaucoup d'exercices, nos patients ont beaucoup de tâches. Et effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, c'est compliqué quand on est seul chez soi de mettre en place l'exercice, de tenir un journal, de s'auto-observer, de décrire ses pensées, de les critiquer, de regarder son comportement, de se modifier, de faire de la relaxation. Et nous, on a bien perçu que si on est accompagné par un compagnon virtuel, certes, mais par quelqu'un qui nous parle, et ben en fait, on va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus motivé pour mettre en place tous ces exercices qui vont vraiment apporter quelque chose en termes de santé mentale. Alors il y a deux niveaux. D'abord répondre à un besoin vraiment spécifique, arrêter de fumer par exemple. Et puis un deuxième niveau, répondre à des problèmes un petit peu interconnectés, comme si l'application devenait un petit peu notre psy au quotidien. C'est exactement ça. Il y a deux options. La première option, c'est créer une application pour un problème bien spécifique. Et ça, c'est plutôt chouette aussi. C'est par exemple l'insomnie ou l'arrêt du tabac. Et l'autre option, c'est ce que nous, on a décidé de faire, c'est une application qui devient un compagnon du quotidien, où on peut lui parler de tous nos problèmes. On a des séances et des programmes sur discuter au relationnel au travail, savoir déléguer, savoir dire non, prendre soin de son temps, gérer un agenda. On a des séances et des programmes sur la vie de couple, prendre soin de son couple, sur la famille, parler à mes enfants, parler à mes adolescents, sur les familles recomposées, comment intégrer une nouvelle famille. Enfin, on essaye de balayer toutes les dimensions de la vie en enrichissant très régulièrement les séances et les programmes pour que ça devienne quelque chose qui soit un compagnon, une aide au quotidien, qui ne sera pas forcément un psychiatre de poche, ni un psychologue de poche, bien sûr que non, mais qui sera quand même quelque chose auquel on puisse se référer pour tous les défis qu'on a à relever au quotidien, parce que mine de rien, comme je dis souvent avec mes patients, la vie n'est pas toujours facile. Et vous partez toujours de solutions concrètes, même quand vous êtes dans quelque chose d'un petit peu plus holistique, pour parler exactement. Snob. On n'aura pas quelque chose qui est comment vous débarrasser de l'anxiété, parce que d'abord c'est pas possible, on sera toujours tous anxieux, mais on va partir de situations qui vont être très précises, c'est comment gérer son anxiété dans le cadre d'un syndrome de burn-out, comment gérer son anxiété quand on a des rendez-vous importants, comment gérer son anxiété de parents quand nos enfants passent le bac, enfin, plein de situations très cliniques du quotidien. On parle du quotidien et on essaye d'élever un peu les choses pour mieux comprendre, encore une fois, c'est observer, comprendre et ensuite se modifier. Alors vous, professeur Yakimova, vous êtes à la fois clinicienne et chercheuse à l'université Nice-Côte d'Azur. Vous avez également développé, testé des prototypes. Alors il y en a deux que j'ai en tête. D'abord un jeu pour augmenter la cognition sociale chez les personnes atteintes de troubles autistiques. Et puis une plateforme de psychothérapie 100% numérique, donc sans intervention humaine, pour traiter la dépression. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux programmes informatiques et puis de recherche aussi? Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, je tiens à souligner, dans notre travail d'enseignant-chercheur, nous travaillons avec la littérature scientifique et sur l'ensemble de ces innovations en santé mentale que nous avons déjà étudiées de très près et aussi de savoir comment ils sont faits. Comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, quelle est leur place, en effet, dans la dynamique d'une psychothérapie. Et ce qu'on a pu voir, c'est déjà qu'il existe énormément de types différents de e-thérapie. Donc, il y a des applications numériques telles que M. Montes a présenté, mais il y a également des applications qui sont des sites web interactifs qui également ont des fonctionnalités d'interactivité et qui vont présenter plusieurs modules de psychothérapie, donc qui simulent différentes séances de psychothérapie et différentes étapes de changement thérapeutique. Il existe également des applications qui sont basées sur des agents conversationnels, comme le ChatGPT par exemple aujourd'hui, ou Weboot, différents programmes existants qui également vont mimer une conversation thérapeutique et impulser à l'intérieur des exercices thérapeutiques également.
D'autre part, il existe des jeux vidéo qui sont des vrais jeux vidéo. C'est pas uniquement des jeux sérieux, des jeux éducatifs, c'est des jeux vidéo qui, de façon ludique, vont plonger le sujet dans un monde virtuel à travers lequel ils vont également proposer des changements thérapeutiques, par exemple l'éducation à une communication assertive, par exemple non violente. À travers les situations rencontrées dans le jeu, on va apprendre à s'apaiser, par exemple aussi, à s'affirmer, exprimer une demande, à résoudre des problèmes particuliers. Donc il existe comme ça des jeux présentés au niveau international. Donc nous, notre premier projet portait sur l'apprentissage de la régulation des émotions et de la cognition sociale chez les enfants porteurs d'un trouble de spectre de l'autisme, qui était assez proche de ce qu'on va appeler la remédiation cognitive. Donc on apprenait les enfants à prendre la conscience des émotions et aussi à savoir mettre en place des stratégies de régulation des émotions dans l'interaction sociale. On a d'ailleurs montré que, en effet, cette augmentation de la conscience émotionnelle à la suite de l'application de jeux se traduisait aussi au niveau cérébral, avec un changement même des rythmes cérébraux qui étaient associés à la reconnaissance des émotions. Donc ça, c'était très intéressant. Alors le deuxième projet, intitulé Stop Dépresse, qui était également, comme le premier d'ailleurs, le résultat d'un travail collaboratif. C'est souvent des projets de très grande envergure qui impliquent plusieurs partenaires, des étudiants, des chercheurs, des médecins. Voilà, pluridisciplinaire. Notre deuxième projet Stop Dépresse était d'ailleurs financé par la région PACA Innovation et par l'Université Côte d'Azur. Est cette fois-ci une plateforme de psychothérapie. Donc elle inclut également toutes les fonctionnalités qui ont été déjà présentées dans les psychothérapies traditionnelles qui miment des séances de thérapie, comme on a dit, et qui se basent sur la bibliothérapie, finalement, qui figure de façon interactive des objets thérapeutiques qu'on peut trouver dans les livres, par exemple, de psychothérapie. Mais notre plateforme est avant tout un prototype. Nous n'avons pas des objectifs de diffusion aujourd'hui commerciale. Donc c'est une mini-plateforme aussi de science, de recherche, dans laquelle nous avons implémenté de nouvelles fonctionnalités qui sont inspirées justement des dernières avancées, notamment des neurosciences, de la façon dont notre cerveau apprend, et d'autre part de la façon dont des nouveaux modèles, par exemple en psychopathologie. Donc la première innovation, donc la plateforme comporte plusieurs fonctionnalités, par exemple la psychoéducation comme ça a été présenté, la psychoéducation, la prise de conscience des pensées, des émotions, du comportement, le lien avec les émotions. Mais il y a trois aspects très innovants qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les plateformes traditionnelles de e-thérapie. La première, c'est que le sujet va faire tout seul un diagnostic qu'on appelle fonctionnel, qui lui permet de faire sa propre signature de la dépression. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a des modèles en réseau en psychopathologie qui montrent qu'il y a plusieurs façons d'être déprimé. Donc si on considère uniquement par exemple les critères diagnostiques internationaux de dépression, il a été calculé qu'il y a à peu près plus de 1000 profils de dépression. Et donc à travers ces modèles de réseau, le sujet va faire des exercices qui sont donc gamifiés, de façon gamifiée, ça veut dire ludique. Le sujet va réaliser sa propre signature de dépression. Par exemple, il va observer que lorsqu'il commence à s'isoler, à ne plus parler, à augmenter, par exemple, son temps de sommeil, il va manger plus, il va avoir plus de conflits. L'installation de ces symptômes va avoir un impact direct sur ses émotions. Et d'autre part, il va pouvoir jouer avec d'autres personnages. Donc il y a 10 personnages qui sont inclus dans l'application, qui chacun va présenter son propre réseau et sa propre signature de dépression, auquel on va proposer aussi des solutions qui vont permettre de désactiver ce réseau. Voilà. Alors, donc je termine juste avec la deuxième innovation. C'est de proposer des exercices de changement des biais cognitifs. C'est-à-dire, lorsqu'on est très anxieux ou on commence à se déprimer, notre façon de penser change. On commence à voir
les choses de façon beaucoup plus négative, par exemple, ou en tout cas moins positive. Au moins neutre, tout prend un sens négatif. Et donc, on va proposer des jeux également d'entraînement thérapeutique parce qu'il a été démontré qu'il ne suffit pas d'avoir un bon conseil, de savoir qu'il faut voir les choses de façon plus positive, il faut aussi s'entraîner à changer ses biais. Et donc, on propose également cet entraînement thérapeutique. Et le troisième aspect, c'est le fait de jouer avec les personnages, donc de voir et de mettre en œuvre son propre entraînement pour la dépression, mais aussi de le faire pour d'autres personnes, donc c'est 10 autres personnages avec lesquels on joue. Ça permet de stimuler l'empathie, de stimuler aussi ce qu'on appelle l'apprentissage social. Pourquoi ? Parce que c'est notre façon d'apprendre naturellement. On apprend par imitation, toujours au contact avec les autres. Alors, on n'est pas seulement dans le développement personnel ou dans l'ami du quotidien. Manifestement, et ce que dit Madame Yakimova est passionnant, ça permet aussi de traiter des pathologies répertoriées, la dépression, la phobie, les troubles obsessionnels compulsifs, que sais-je encore. On soigne, on n'est pas seulement dans le confort, enfin, si j'ai bien compris. Ou alors on en est qu'au stade expérimental pour la prise en charge de ces pathologies, docteur Montes? Alors nous, à notre niveau, on n'a pas encore investi ces dimensions. C'est dans la feuille de route, c'est ce qui va se passer bien évidemment. Pour l'instant, on a surtout travaillé sur ce qu'on appelle le développement des compétences psychosociales, sur la façon qu'on a de faire face à nos émotions, parce qu'on sait que c'est le stress chronique, la difficulté à gérer les émotions, c'est la première cause actuellement de dépression ou de pathologie au sens large, ou de majoration de pathologies préexistantes. Notamment chez les jeunes, hein, c'est ce qu'on Notamment disait, chez les jeunes, ce qu'on disait actuellement, on a vraiment le sentiment que les jeunes ont beaucoup de difficultés avec leurs émotions et que ça explique sans doute le recours à des addictions de tout niveau, le recours à des gestes, disons, parfois dangereux, des tentatives de suicide, des choses un peu très des embêtantes. taux de suicide réussis, on en parlait avec le docteur Garet, des taux de suicide réussis qui ont doublé chez les jeunes. Hein. Chez les jeunes femmes, oui. Les jeunes femmes. C'est vrai que c'est plutôt inquiétant. Alors si on prend un peu de recul, depuis 2020, le taux de suicide, on ne parle pas des tentatives, est relativement plat, sous réserve qu'on n'a pas encore les statistiques 2023-2024. On s'arrête à 2022, le temps qui est toutes les analyses qui puissent être faites. Le taux global n'a pas beaucoup bougé, mais quand on regarde par tranche d'âge et par sexe, augmentation de 100% pour les femmes jeunes de moins de 24 ans. Et ça, c'est un signal assez inquiétant quand même sur la façon dont nos jeunes vont aujourd'hui et leur santé mentale. Alors revenons-en à ce que ces solutions digitales permettent d'éventuellement prendre en charge dans les pathologies psychiatriques, psychologiques. Qu'est-ce qu'on peut traiter à ce stade? Alors, actuellement, au niveau des pathologies, disons, des troubles psychologiques, ce qu'on peut traiter, c'est les troubles du sommeil, les troubles de l'estime de soi, toutes les représentations de l'anxiété, des attaques de panique, tout ça, c'est très facile à traiter avec une application parce que c'est des protocoles qui sont très stéréotypés. En gros, le thérapeute au cabinet, il fait un peu toujours la même chose. C'est pas très modelé à la personne, quoi. C'est assez spécifique. La deuxième étape sera sans doute celle où on va avoir un intérêt pour des pathologies comme disait Gaënal, la dépression ou les TOC, la phobie sociale. Moi, dans ma vision des choses, et je peux me tromper parce qu'on se trompe tous dès qu'on fait des prédictions, c'est que je ne pense pas qu'une application permettra de faire ça 100%. Pas du tout. Elle ne pourra jamais remplacer un thérapeute. Mais par contre, que ce soit un complément extrêmement important et que le thérapeute puisse prescrire un programme d'application pour justement réaliser des exercices à la maison de façon très régulière, en plus de la thérapie, qui soit une sorte de chef d'orchestre, manœuvrant plusieurs outils comme ça. Ça, moi, j'y crois vraiment très, très, très fort. Oui. Alors, on va y venir, justement, de la place que l'homme doit conserver. Docteur Garet, il y a beaucoup de médecins, de praticiens, de psychothérapeutes qui sont encore très perplexes, voire hostiles devant ces solutions. Pas vous, hein. Vous êtes curieuse, vous êtes déjà convaincue, ou vous attendez de voir, vous attendez les études? Alors, ça dépend aussi de comment on positionne ces applications. Quand on parle de santé mentale, on met un peu tout dedans. Hein. Donc on est tous concernés par la santé mentale. On avait d'ailleurs parlé l'année dernière de prévention en se disant que la santé mentale faisait partie de la prévention. Et donc les outils dont on parle, les outils notamment comme Minday, ça permet d'accompagner tout le monde dans son quotidien.
quand il y a une période difficile de la vie. Enfin, on est tous concernés potentiellement par ça. Quand on parle de pathologie, et donc là... De maladie. De maladie. Oui. Schizophrénie, dépression, etc. Ces outils-là rentrent dans le champ des thérapies numériques. Et donc là, thérapie, qui dit thérapie, dit médicament numérique en fait. Et on n'est plus dans du comprimé qu'on prend, on est dans de la thérapie numérique. Aujourd'hui, en France, ces outils ne sont pas validés sur les pathologies psychiatriques. Il y a certains pays qui commencent à les utiliser. Il y a énormément de travaux de recherche dans tous les domaines, aussi bien les psychoses que, on a parlé d'autisme, où Galina travaille. Enfin, dans tous les domaines, il y a des recherches qui sont faites un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la science n'a pas encore fait la preuve de l'efficacité de ces outils pour qu'ils puissent être considérés comme un médicament, en fait, voire même être pris en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé. Or, ce que vous dites, c'est on a besoin de preuves cliniques. Il faut des études. Il faut être totalement clair sur ce que ces solutions permettent et ne permettent pas en l'état de la connaissance de la science. Oui, je vous en prie. Oui, en fait, ce type de... Lorsqu'on parle de thérapie vraiment en santé mentale, qui est plus mon champ aussi, on s'adresse en effet à des personnes qui sont en souffrance. Et ce qu'on sait, par exemple, nous, notre plateforme Stop Dépresse a été validée par le CHU de Nice, au service de psychiatrie, dans l'équipe de Dr Giordana. Et à l'instar de d'autres... approches de ce type-là, par exemple Beating the Blues en Angleterre, que vous connaissez certainement, Mojim, également en Australie. En fait, ce sont des plateformes qui sont considérées aujourd'hui comme des adjuvants thérapeutiques, c'est-à-dire c'est des compléments thérapeutiques, ce ne sont pas des thérapies en soi, ce sont des aidants thérapeutiques qui permettent d'augmenter la prise en charge médicale, par exemple, d'un trouble mental, mais qui permettent aussi de prendre conscience des solutions qui sont possibles en psychothérapie et qui vont permettre en effet aux patients à utiliser ces solutions à son domicile à la sortie d'une prise en charge. Par exemple, on sait que Beating the Blues, le programme anglais, est recommandé par les guidelines de prise en charge de santé mentale en Angleterre et il est remboursé également dans son utilisation dans le champ de la santé mentale. Il y a des programmes de ce type-là, par exemple pour les addictions, mais qui doivent également être utilisés dans un contexte médical. Ils ne sont pas à l'usage libre pour tout le monde. Alors, nous y sommes à cette question un petit peu centrale, docteur Montes, qui est celle de la place de l'homme ou de la femme, bien sûr, dans l'utilisation de ces outils. D'abord, qui fait le diagnostic et qui assure la supervision, comme disent les psys? Qui contrôle la machine, les algorithmes, les outils? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour ils fonctionneront en roue libre, sans qu'on, comme chez le radiologue aujourd'hui, sans qu'on ne voit jamais le docteur? En fait, c'est vachement compliqué. À l'état actuel, à l'instant T, il est hors de question qu'une machine, une application fasse un diagnostic. Tout ce qu'on peut avoir en digital peuvent être des aides au diagnostic, peut-être des aides à la prise en charge. Il y a actuellement en psychiatrie pas de prise en charge parfaite. Quand vous prenez des pathologies qui sont des pathologies au long cours, comme le trouble bipolaire, effectivement, on peut dire être suivi par un psychiatre, c'est très très bien. Avoir ensuite en parallèle un suivi par un psychologue qui va vous aider à gérer les émotions, c'est encore mieux. Participer à un groupe de psychoéducation autour du trouble bipolaire avec d'autres patients, c'est encore mieux. Et si en plus vous avez dans votre poche une application qui vous permet d'apprendre à gérer vos émotions et à gérer plein de choses du quotidien, et pourquoi pas à reprendre les thèmes de psychoéducation, c'est encore mieux. Donc pour l'instant, la place de l'humain, c'est celui du chef d'orchestre qui va prescrire. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que dans un avenir proche, très proche, demain, dans un an, je ne sais pas, du fait des progrès de l'intelligence artificielle, il va y avoir des programmes qui vont arriver avec des capacités de diagnostic, des capacités d'action. J'en sais absolument rien. Par contre, tout ce que je sais, c'est que ça va, à mon avis, techniquement, ça va arriver. C'est pas la question, c'est pas ce que ça va, c'est ça arrive. Comment on va y faire face, je sais pas encore. Par contre, les questions que ça pose, elles sont multiples. C'est que si un agent comme ça peut prendre des informations, c'est quid du stockage, où elles sont, et qui peut y avoir accès ou pas. Les données. Les données, bien sûr.
Ensuite, qu'est-ce qu'il raconte? Qui fait attention à ce qu'il raconte? Qui supervise, hein? Bien évidemment, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Je crois que personne ne l'a d'ailleurs. Et puis, dans quelle latéralité, dans quelle autonomie il peut fonctionner? Et puis, éthiquement, qu'est-ce qu'on valide ou pas? Parce que ça reste quand même de la psychologie, psychiatrie, quelque chose d'interhumain à la base. Même s'il y a des interfaces entre nous, ça reste quand même un discours de personne à personne. Donc, c'est plein de questions. Mais je pense que c'est une époque... pour les médecins qui s'y intéressent, et puis pour nos patients aussi, une époque passionnante, il va passer plein de choses. Mais alors faire une prédiction aujourd'hui de comment ce sera dans un an, je suis incapable de vous le dire. Alors je cite une grande chercheuse, Galina Yakimova, qui disait que ces outils ne remplaceront jamais totalement l'accompagnement humain, même s'ils ont une vraie place dans l'accompagnement aujourd'hui, il faut les utiliser de manière éclairée, avez-vous écrit. Un autre chercheur, un de vos confrères, a dit que les dérives commencent quand l'application prend la place du médecin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, docteur Gary? Oui, pour l'instant, aujourd'hui, c'est vrai, comme le disait, à ce stade, c'est vrai qu'à ce stade, les dérives sont quand l'application prend la place du médecin. Galina en parlait tout à l'heure, ChatGPT aujourd'hui est accessible à tout le monde, comme d'autres intelligences artificielles, et en l'occurrence, c'est absolument pas validé la sécurité derrière, qui supervise, même si on peut tous se mettre à lui parler. D'autant plus que les études montrent que, en médecine notamment, on trouve que ChatGPT est plus empathique que son médecin quand on fait une discussion avec lui. Donc ça soulève aussi toutes ces questions-là. Donc finalement, et il est disponible 24 heures sur 24. Il est disponible 24 heures sur 24, il ne nous juge pas, il est toujours sympathique. Je ne sais pas si vous avez testé, c'est vrai qu'il est... Et toujours, même quand on est fauché, on peut aller le consulter. Et on peut aller le consulter, bon, hein, même en gratuit. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais maintenant, le positionnement des intelligences artificielles conversationnelles dans les prises en charge thérapeutiques en santé mentale, mes collègues me contrediront peut-être, mais n'est pas validé. En tout cas, voilà, c'est pas encore quelque chose qui peut, à lui seul, remplacer le médecin, c'est clair. Même si, peut-être que ça arrivera. Et ce qui est rigolo d'ailleurs sur les intelligences artificielles conversationnelles, c'est que si elles ressemblent trop à un humain, ça plaît plus à l'individu. Les travaux montrent que, même si c'est une voix, hein, il y a des pays où on peut appeler une intelligence artificielle pour dire qu'on va pas bien. Si la voix ressemble à un humain, avec toutes les intonations qu'il va y avoir, ça le fait pas. Par contre, une voix robotique avec des réponses un peu stéréotypées, eh bien, ça va aller et la personne va être en confiance. Et on a les mêmes résultats d'ailleurs sur les robots humanoïdes. Faut pas qu'ils soient trop humains en fait. Faut qu'on puisse quand même faire la différence entre un vrai humain et une machine. Alors soyons progressistes et suivons le courant de la science et de la technologie. Ça marche bien. Pourquoi aujourd'hui ces solutions digitales? Les troubles alimentaires, les phobies, les TOC, les addictions, qu'est-ce qui, dans la mise en œuvre de votre application, qu'est-ce qui marche? Alors ce qui marche, moi je dirais, il y a plusieurs dimensions, parce qu'en fait tous ces problèmes sont axés sur des mécanismes psychologiques qui sont complexes et interconnectés. Ce qui marche bien, la première chose, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec une application à la vitesse à laquelle on veut et puis au moment auquel on veut. Ce qui marche bien aussi, c'est, je vais m'envoyer des fleurs, c'est l'intelligence des programmes qui sont conçus en fait. Nous, notre boulot, c'est de se dire quels sont les processus psychologiques qui sont derrière une addiction. Et par exemple, si vous êtes addict au tabac, une addiction très classique, si l'application vous dit, vous savez, il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé, on peut avoir un cancer, on peut avoir des problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, et si vous ne fumez pas, vous économisez plein d'argent, tout ça est vrai, mais qu'est-ce que vous avez appris? Rien, absolument rien. Si l'application, elle vous dit, écoute, tu fumes, vous fumez, mais il y a une bonne raison. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est cette bonne raison. Qu'est-ce que vous fait le tabac? La nicotine que fait rien d'autre. Par exemple, la nicotine, ça vous permet de réguler votre poids, votre appétit, de mieux vous concentrer. Et qu'on demande ensuite dans quelle situation c'est plus compliqué de se concentrer et qu'on va proposer doucement d'autres stratégies en disant tu vois, là, tu te concentres pas bien, tu es un peu parasité. On a un exercice à te proposer qui est le rendez-vous des ruminations pour essayer de canaliser tes propres autoruminations. Voilà, si on est très au clair avec les processus, si on les illustre de façon un petit peu ludique, un petit peu accessible, en fait, on est efficace parce qu'on reproduit les mêmes processus
C'est pas la même façon de faire, mais c'est les mêmes processus qu'on va faire en face à face. Et c'est ça qui fonctionne. C'est l'accès au processus. Alors il y a des risques quand même. La presse récemment a rendu compte du drame vécu par un éco-anxieux, un jeune chercheur, qui parlait de manière très addictive à son chatbot nommé Elisa, qui était développé par la société américaine Chey Research, pardon pour cet accent à couper au couteau, et qui s'est suicidé après 6 semaines de conversation intensive avec son ordinateur. C'était comme une drogue, a raconté sa femme. On parle aujourd'hui de l'effet Elisa. Donc il y a des risques. C'est à utiliser avec modération, avec précaution. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, il a toujours des risques parce qu'il faut comprendre la mécanique de fonctionnement de ChatGPT, par exemple, qui, en effet, comme ça a été souligné, offre une relation extrêmement empathique. Donc, ChatGPT va se baser uniquement sur les médias, c'est-à-dire sur le pouvoir, sur le langage immédiat du sujet. Et donc, il va pouvoir offrir une relation extrêmement empathique, très émotionnelle, validante, réconfortante, et qui va venir, des fois, pour certains sujets, en premier temps, offrir une relation qu'on va appeler correctrice. Donc ça va être très, très rassurant tout d'un coup. Et les personnes gagnent en confiance en soi. Vous voyez, ils sont progressivement, cette disponibilité aussi rajoutée à cette relation validante va créer une sorte d'attachement presque amoureux, et ça a été même montré par des études très récentes publiées en 2025, un attachement amoureux avec son chatbot, avec son agent conversationnel. Chatbot, voilà. Et donc, en effet, ce qu'on va observer, c'est que la mécanique de cette relation, donc elle va puiser de nos propres capacités d'attachement et dans nos propres capacités de nous auto-illusionner, dont on a besoin, parce que ça permet aussi de réveiller nos capacités d'auto-soin. Mais si on dépasse un certain degré, cette auto-illusion, c'est finalement ce qui nous vendent les produits, et donc c'est l'addiction, parce que cette auto-illusion risque de nous isoler d'un autrui, vous voyez, et va venir approfondir le désespoir, la dépression et l'isolement pour les sujets. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait un humain qui vienne intervenir dans cette relation. J'aurais 1 milliard de questions, mais on va laisser la salle s'exprimer, peut-être, je ne sais pas. Merci, c'est vrai que votre échange est passionnant, que j'en aurais moi-même beaucoup, mais madame, je pense qu'il y a une question sur la gauche, non? Ah, pardon. Alors, on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis une psychologue et psychothérapeute. Je suis un peu affolée et en même temps hyper intéressée. Je rebondis sur ce qu'on a dit des adolescentes, moi que je reçois en grande partie au cabinet, et je me dis que des applications comme ça, c'est très intéressant, mais effectivement, comme vous l'avez dit, madame, le risque d'isolement me fait craindre un peu plus de troubles de l'humeur encore. Donc c'est une réaction. Une réaction, plus une observation. Oui. Il y a de l'intérêt, mais un petit peu de crainte. Peut-être en attendant la prochaine question, moi ça me faisait penser aussi au groupe d'entraide mutuelle. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait imaginer de développer des espaces entre pairs aussi? C'est une très bonne question. C'est des choses qui sont, on va dire, dans les tuyaux. C'est-à-dire, c'est des choses où effectivement, on sait que c'est un énorme impact. Justement, pour revenir sur ce que disait madame, c'est que... Et ça lutterait contre l'isolement. Exactement. C'est qu'en fait, l'être humain a une capacité incroyable à créer des dépendances et des attachements, de l'attachement, mais aussi des dépendances et des addictions. Et qu'effectivement, dès qu'on met un nouveau moyen sur le marché, quel qu'il soit, médicaments, thérapie, on peut créer une addiction à son thérapeute, à sa thérapeute, à tout. Et l'être humain... Et aux médicaments. Et aux médicaments, bien évidemment. Nous sommes capables de ça. Donc, effectivement, cet outil-là, il peut être embarrassant. L'intérêt qui a été fait dans d'autres applications et qui est des choses auxquelles on réfléchit beaucoup aussi, c'est des groupes, effectivement, de rencontres, de pairs, d'autosupport, avec sans doute quelqu'un qui va modérer les choses, mais c'est quelque chose qui, effectivement, va permettre de sortir de l'isolement et de permettre peut-être des actions communes. Et ça, c'est super intéressant, oui. Très bien. Pas de questions pour le moment? Ah si, voilà, on vous écoute. Avant tout, merci pour ces interventions passionnantes. Et je voulais savoir s'il existait, à votre connaissance, une application qui
aide au développement de la concentration chez les personnes qui ont des difficultés à se concentrer, notamment je pense aux enfants. 10. Et aux ados. Alors Qui veut oui, répondre? Oui. il y a des applications disponibles aujourd'hui qui s'intéressent. Donc il y en a une qui d'ailleurs qui a fait des travaux scientifiques qui sont très chouettes, qui s'appelle Poppins et qui vient juste de faire une très grosse publication et qui s'intéresse qui aide les enfants 10, plusieurs champs de 10. Il y a aussi des travaux sur les TDAH, donc les troubles de l'attention qui arrivent. Et je pense à une autre application également, sous forme de jeu, qui aide les enfants TDAH. Alors là, on va se dire, mais attendez, on met des enfants derrière des écrans, alors que finalement, c'est peut-être une partie du problème. Et c'est d'ailleurs à chaque fois ce qu'on soulève quand on rencontre ces acteurs-là. C'est-à-dire que comment on fait avec les enfants pour trouver vraiment le juste milieu. Donc évidemment, c'est des applications où c'est paramétré, il va jouer 20 minutes par jour et puis ensuite ça va s'éteindre. Mais en fait, il faut quand même penser le problème dans sa globalité et donc les écrans en sont un. Donc il y a un petit paradoxe là qui est un peu rigolo et sur lequel il faut être très vigilant sur ces outils-là, même si on espère bien que leurs progrès vont continuer de pouvoir accompagner ces enfants. Merci beaucoup. Peut-être une question aussi, vous avez parlé très justement, Charlotte Garret, donc, du nombre de suicides de femmes. Je pensais, ce qui me faisait penser aux personnes âgées. Donc là aussi, est-ce qu'on peut envisager des outils qui seraient adaptés, parce qu'on sait que le suicide augmente aussi dans cette tranche d'âge et la dépression. Et comme on le dit souvent, et la dépression, et souvent il ne se rate pas. Oui, Alors, pardon. À ma connaissance, il existe aujourd'hui des applications sous forme de e-thérapie qui ont été créées en Allemagne, par exemple, pour la prévention de suicide et qui permettent aux personnes qui ressentent une crise suicidaire, une impulsion suicidaire, de se connecter et d'être accompagnées dans l'application d'un plan de crise et d'accéder très rapidement à des professionnels de santé qui vont les accompagner. Et donc, c'est très, très important aussi, voyez, lorsqu'il a une détresse, une impulsivité, on peut, en se connectant, quand même à avoir des conseils, avoir un plan de prévention auquel, bien sûr, le patient est éduqué déjà par son thérapeute. Hein. Merci beaucoup. Oui, une question, vous écoute sur la droite. On vous écoute. Bonjour à tous. Oui, moi, c'est une question peut-être un peu naïve, mais je me demandais, dans l'élaboration justement de ces applications, est-ce qu'il y a plusieurs corps de métier qui se coordonnent pour la mettre en place, pour justement éviter certains écueils? Est-ce que vous êtes plusieurs? Voilà. Alors ça, c'est une question pour le docteur Montes qui a développé ça. On est vraiment plein. Il y a 9 personnes qui bossent sur l'application. C'est pour ça que des fois, on nous dit, mais c'est un peu cher. Alors, effectivement, l'application elle coûte 69 € pour une année. Pour une application, c'est un peu cher. Mais il y a 9 personnes qui bossent à temps plein dessus. Hein. Il y a des gens qui font il y a 3 personnes qui font de la technologie, qui font le développement. Il y a une graphiste, il y a des rédacteurs, il y a une neuropsychologue, il y a moi. Enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. Et qu'effectivement, on a une discussion collégiale sur tout ce qui va amener, parce que personne ne peut tout faire, en tout cas, ça c'est sûr. Et on prend régulièrement des avis de nos collègues, psychiatres, psychologues, dès qu'on a un doute sur une façon de faire ou de ne pas faire. Merci beaucoup. Bien. Alors nous avons le temps pour une dernière question, si vous le souhaitez. Ici. Ah, ici. Oui. Très bien. On vous écoute. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'application aux petits jeux vidéo dont vous avez parlé pour les enfants TSA avec la problématique de la gestion des émotions. Moi, je suis maman d'un enfant TSA adolescent. Donc, autant vous dire qu'à 14 ans, la gestion des émotions, c'est à peu près proche du néant. On a un suivi en psychomotricité pour cette problématique-là. Et je me demandais pourquoi est-ce que cette application-là n'était pas accessible au grand public, dans la mesure où c'est un réel besoin quand on a des enfants avec TSA. Alors, professeur Yakimova, c'est pour vous cette photo. Oui, cette question. merci. Alors,
Oui, nous, à l'université, nous avons cette problématique justement de diffusion et de production de ces applications, puisque nous les créons dans le cadre de projets de recherche. Nous cherchons à les diffuser. Par exemple, là, l'application dont je parle est accessible par un lien sur le site de l'hôpital Lanval, qui a été partenaire à son développement, donc qui s'appelle Je Stimule. Voilà. Donc aujourd'hui, nous l'avons ouverte à des utilisateurs potentiels, mais il est fait pour des enfants plus petits, donc avec des adolescents, c'est jusqu'à 2 ans à peu près, hein, l'adaptation du contenu. Ce jeu dont vous le nous jeu, parliez. voilà. Ouais. Donc, mais en effet, nous créons plutôt des prototypes. Et d'ailleurs, Stop Dépresse, c'est un prototype qui a été testé dans des conditions médicales. Et nous pensons le diffuser plus sur le format d'un ouvrage aujourd'hui, parce que la diffusion justement et la production de ces produits coûtent très très cher, hein, et nous n'avons pas à l'université forcément aujourd'hui les moyens de cette diffusion. Un immense merci à tous les trois. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci à tous.